Hello, hello, les abonnés de Lepiche TV. Nous recevons avec plaisir un ambianceur, artiste, musicien, rempli de talent, pétillant, l'emblématique Jean-Marc Ferdinand. Bonjour Jean-Marc, comment vas-tu? Bonjour, je vais très très bien. Grâce à Dieu, je me porte à merveille. Et je crois que la vie a plein de dents. C'est le cas de le dire. Alors, s'il faut me présenter, je dirais que je suis Jean-Marc Ferdinand. Je suis né dans les années 65 à Saint-Claude. Et depuis ce jour, je n'ai jamais résidé autre part qu'à Saint-Claude. Parce que tout simplement, Saint-Claude, il fait bon vivre. J'aime l'air de Saint-Claude, j'aime l'énergie qui se dégage de cette commune-là. Et je pense que c'est grâce à cette énergie-là que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, il faut savoir que j'ai d'abord été danseur, puis chorégraphe, ensuite auteur, compositeur, interprète. Et voilà, c'est un bouquet qui fait que je fais énormément de choses. J'ai une vie bien remplie, puisque je suis passé aussi par la préparation des Miss pour les élections de Miss, notamment Miss Guadeloupe. J'ai été chorégraphe et préparateur à Miss Guadeloupe pendant une quinzaine d'années. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir deux belles Miss qui ont été promues au plus haut niveau, à savoir Sandra Bisson, qui avait été première dauphine de Miss France, et ensuite, l'année d'après, c'était Corinne Coman qui a été Miss France. Et donc, je ne peux être que satisfait de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai commencé par la danse, parce que j'aimais la danse. Je trouvais qu'il y avait moyen d'exprimer énormément de choses par le biais de la danse. Et quand je dis jeune, j'étais vraiment au collège, quoi. Quand j'ai commencé à danser, je n'ai pas pris forcément de cours de danse. J'ai été autodidacte. C'est vrai que je prenais plaisir à me réveiller le soir, à me mettre devant le miroir de ma chambre et à faire des gestuels et mettre ça en pratique, développer ça un petit peu plus tard dans la salle de l'OMC. En tout cas, j'ai commencé à cet âge-là. Et donc, chemin faisant, c'est monté, j'ai commencé à tourner avec des artistes. Je tiens à préciser qu'à l'âge de 16 ans, je faisais partie d'une troupe chorégraphique et théâtrale qui s'appelait Malaka à Saint-Claude. Nous avons fait des belles tournées, notamment une première partie de Cassav, notamment à l'époque, à la Gauloise à Bastère. J'ai commencé à danser avec des artistes de la Guadeloupe. Je vais donner quelques exemples quand même. Feu Georges Blanquit, pour qui j'avais beaucoup de respect, Charles Morinier, etc., Gilles Floro, Pascal Vallot, pour ne citer que cela. C'est vrai que j'ai beaucoup dansé avant. Et ensuite, début des années 90, j'ai décidé de passer à autre chose, une autre étape de ma vie où j'ai voulu, après un cursus scolaire tout à fait normal, hein, j'ai suivi un cursus comme tout le monde, sauf que tout ce que j'ai fait à l'école, c'était pour faire plaisir à mes parents. Tous les diplômes que j'ai eus, c'était pour faire plaisir à mes parents. Donc quand je parle de cette deuxième partie de ma vie, c'est quand j'ai décidé de faire ce que moi je voulais faire. Donc c'est vrai que je n'étais même pas reparti au service militaire. J'ai commencé à évoluer dans les écoles de danse, parce qu'il fallait que j'aille chercher justement le bien fondé de la danse, les bases de la danse. Chemin faisant, je suis passé d'école en école. La dernière école à laquelle je suis passé, j'étais le seul garçon, l'unique garçon de cette école-là. Et donc j'étais forcément le danseur vedette, bien malgré moi. Ça m'a servi énormément parce que je suis passé par le classique, le jazz moderne, etc. Je tiens à rappeler que dans les années 1983 précisément, j'avais fait un stage sur 8 mois. C'était l'unique stage qui a été fait en Guadeloupe. À ce niveau-là, nous étions les pionniers. Un stage d'expression artistique où il nous était enseigné tout ce qui concerne l'artistique, notamment le théâtre, la danse. On avait 8 heures de danse par jour, donc j'étais dans mon bain. On a fait énormément de choses autour de ça. Et ça a débouché sur des tournées avec la troupe chorégraphique et théâtrale Malaka dont je parlais tantôt. On a fait énormément de choses. Et comme je disais, début des années 90, comme j'adore les enfants, j'aime beaucoup les enfants, donc je me suis dit que je vais faire une formation pour travailler avec les enfants. Pour commencer par là, et surtout leur transmettre ce que je savais déjà faire, parce que j'avais déjà fait beaucoup de formations, et je faisais énormément de choses. Donc, je suis allé passer mon BAFA. Après l'obtention de mon BAFA, j'ai passé mon BAFD, mais j'ai regretté d'avoir passé le BAFD parce que tout simplement, le BAFA, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animation, et le BAFD, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre. Et je me suis rendu compte de quoi?
Je suis rentré dans ce milieu-là parce que j'adorais les enfants. Mais quand tu es directeur de centre, tu entends les enfants, mais tu ne travailles plus avec les enfants. Parce que tu dois gérer l'économie, le personnel, tu dois tout gérer. Donc tu n'as pas le temps avec les enfants. Donc j'ai été directeur de centre une seule fois, ça ne m'a pas plu. Et je me suis dit, il faut que je m'occupe de moi sérieusement. Donc je me suis mis à donner des cours, à dispenser des cours dans les écoles. Il y avait des contrats à l'époque avec la mairie. Je dispensais des cours d'expression artistique, fort de tout ce que j'avais appris, dans les écoles, dans toutes les écoles de Basse-Terre. J'étais vraiment dans toutes les écoles primaires de Basse-Terre. J'ai même travaillé avec les collégiens. Et donc mon but, dans ces écoles-là, c'était de repérer les élèves qui étaient on disait cancres, parce qu'ils n'étaient pas bons à l'école. Par contre, en expression artistique, il y avait forcément une discipline qui les plaisait. Donc c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le théâtre, d'autres préfèrent la danse, d'autres préfèrent le sport aussi, le basket, le handball, etc. Et moi, mon travail a toujours été ça, c'est de mettre en valeur ceux en qui on ne croit plus. Parce que pour eux, quand un enfant est con, il est nul, il est fini, il ne va rien faire de bon, ça ne boit rien. Et moi, je mettais ces enfants en exemple parce que c'est vrai qu'à chaque fin d'année scolaire, je prenais plaisir à monter un gros spectacle où on invitait les parents, les voisins, tout le monde appréciait le spectacle parce que les enfants, on a travaillé durant toute une année scolaire, donc ça donnait un super bon résultat. Donc j'ai été très fier de cette période-là parce que j'ai fait ça pendant quand même 17 années de ma vie. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants aujourd'hui qui me respectent toujours, ils ne sont plus des enfants. Ce sont des adultes, ils ont leur enfant et tout, mais ils m'appellent toujours M. Ferdinand parce que c'est vrai que j'ai porté quelque chose dans leur vie, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'à travers toutes les formations que j'ai faites, j'avais fait une formation de psychologie de l'enfant. Parce que comme j'aimais travailler avec les enfants, il fallait que je comprenne les enfants. Donc ça m'a servi énormément parce que même en enseignant de l'expression artistique aux enfants, on se rend compte qu'on est obligé de faire du social. Parce qu'il y a des problèmes dans les foyers, à tout. Les enfants ont envie de parler à quelqu'un. Et c'est moi qui suis là, alors que je leur apprends à danser, à faire la bohème. Ils se confient à moi. Hier soir, ça n'a pas été à la maison, papa et maman, etc. Donc, c'est vrai que j'avais ce rôle-là. Ça me pesait parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de choses à faire pour ces enfants-là. Mais en tout cas, je l'ai fait de bon cœur. Je les conseillais comme je pouvais avec les éléments que j'avais. Et j'ai beaucoup aimé cette partie de ma vie. Ensuite, en 1997 précisément, non mais je ne vais pas aller là parce qu'avant 1997, c'est vrai que je te dis que mon parcours est très long Et et très complexe, il est très riche. Et donc, je me suis dit, alors que je suis danseur, que je danse effectivement, mais je danse quoi? Je danse de la danse moderne, je danse du jazz rock, je danse de la funky music, je danse du disco. Et nous sommes Guadeloupéens, nous avons une musique pure qui s'appelle le Gouka. C'est là que j'ai fait ma rencontre avec le Gouka aussi, puisque c'était lors des formations que je faisais pour être animateur pour les enfants. J'ai commencé à côtoyer le Gouka, alors que j'aimais. J'ai toujours aimé le Gouka, quand j'entendais un coup de tambour quelque part, ça a résonné dans mon cœur, ça me parlait quoi. Tant et si bien, pour faire une petite anecdote, à l'âge de 8 ans, je me rappelle qu'à la fête de Saint-Claude, il faisait toujours un concours de danser Gouka, à l'âge de 8 ans. Et je ne sais pas, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'aller au concours. Maman m'a dit, mais tu ne sais même pas danser au concours. Elle a dit, maman, j'ai envie de danser, parce que ça me parlait. J'étais pas obligé de répéter, je savais que je pouvais donner quelque chose. Donc pour se rassurer, elle m'a dit, oui, elle m'envoie avec ma grande sœur, mon aîné, qui a 3 ans de plus que moi. Et nous sommes allés à ce concours-là, et finalement, on a remporté ce concours-là haut la main, parce que ce jour-là, je suis monté dans une certaine transe, je dirais. J'ai été transcendé par le Gouka, et voilà. Donc c'était peut-être un élément déclencheur depuis à cet âge-là. Je n'ai pas trop porté attention à ça, parce que j'ai fait ma danse, j'ai fait mes affaires. Et c'est dans les débuts des années 90 qu'est revenu cette envie de Gouka. L'appel du tambour, et là, je me suis mis à aller dans les Roses. J'allais partout dans les Roses, partout. Tous les vendredis, je prenais ma voiture, j'allais dans les Roses. Tout ça, c'est après le service militaire, bien évidemment. Et j'allais dans les Roses et je regardais, je scrutais, j'espionnais, je voulais tout savoir. Je posais des questions. Mais pendant ce temps, vous savez, je ne sais pas si c'est
un défaut si c'est une qualité, mais je suis une sorte de buvard. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose et ça me plaît, ça reste là, ça ne part pas. Et j'essaie toujours de reproduire ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu. Ça m'a beaucoup apporté quand j'étais danseur parce que il m'est arrivé d'aller dans ce qu'on appelle des rixes, où il y avait deux groupes en face, un groupe en face de l'autre, et il fallait se démarquer. Et c'est vrai que je partais à partir de ce que je voyais en face de moi. J'arrivais à faire mieux en fonction de ce que je voyais. Enfin bon, je ne peux pas expliquer ça plus que ça, puisque c'était spontané chez moi. Tout ça pour vous dire que tout ça m'a servi. Et donc, quand j'ai commencé à faire du coup, quand j'ai commencé chez moi, à taper sur les chaises, pour essayer de reproduire ce que je voyais, j'essayais d'entendre les différents sons, etc. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une très très bonne oreille. Il y a des gens qui n'ont pas d'oreille musicale, moi j'ai une très bonne oreille musicale. Ça veut dire que même sans avoir fait ni le conservatoire, ni l'école de musique, ni avoir pris des cours de musique à proprement dit, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'il y a quelque chose qui détonne, qui ne va pas, qui dissonne, je fais la remarque tout de suite, il y a quelque chose, cette note-là n'est pas bonne, etc. Enfin bref, parce que mon père, une autre personne pour qui j'ai énormément de respect et d'estime, qui est déjà dans l'au-delà, il se faisait un plaisir, quand sa paye arrivait tous les mois, de rentrer à la maison avec une dizaine de 33 tours et de 47 tours, des vinyles. Donc ça veut dire depuis très jeune, j'écoutais la musique. On écoutait la musique toute à la maison. Sans être musicien ni quoi que ce soit. Mon père faisait sa petite musique avec son sillac. C'était un joueur de sillac avec ses amis. À l'époque, vous saviez, c'était des maisons en bois qu'on avait. Donc la maison en bois servait de caisse de résonance pour le sillac. Et puis ça jouait. Tant et si bien que je me rappelle aussi, à l'âge de 11 ans, il y a toujours des éléments déclencheurs. Hein. À l'âge de 11 ans, on habitait à côté d'une petite boutique qu'on appelait à l'époque les Lolos. Donc dans les Lolos, il y avait tout ce qu'on avait besoin dans le quartier. Et le propriétaire de cette boutique-là, on habitait à Mont-Noël. Hein. La section de Mont-Noël, c'est au pied de la Soufrière. C'est la dernière section au pied de la Soufrière. Et mon père allait faire de la musique avec les gars de la boutique tous les week-ends. Dès que le vendredi arrivait, il faisait de la musique. Donc il y avait un qui avait un accordéon, l'autre avait une guitare, mon père avait son sillac, il y avait ceux qui chantaient, etc. Et moi je les écoutais tout le temps parce que j'aimais ça. La musique m'appelait. Et un jour, j'ai fait un petit écart, je suis allé voir les espionner et je vois debout, d'un coin, un conga. Le conga est là et personne ne le joue. Alors j'ai dit, papa, est-ce que je peux jouer le conga? Papa me dit, est-ce que tu sais jouer ça? J'ai dit, je vais essayer. Mais j'ai toujours ressenti les choses, moi. Sans avoir fait quelque chose, je sens quand je pourrais faire. Donc, effectivement, j'avais pris ce conga-là et je me suis mis à jouer avec les gars. Et finalement, j'ai pris tellement de plaisir à faire ça que tous les grands messieurs, puisque c'était les amis de mon père, ont apprécié tout ce que je jouais. Donc, à partir du moment où ils commençaient à jouer de la musique, ils disaient, ah papa, allez chercher Jean-Marc. Parce que j'étais devenu un condonneur. Mais tout ça, je ne me suis jamais dit au fond de moi que j'allais être ni un musicien ni un danseur. Puisque je suis jeune, j'avais 11 ans. C'est pareil que l'étape de la danse, ou quand j'ai le concours de danser beaucoup à 8 ans, je ne me pas porter attention à ça. Donc, continuons une cité de chemin, je sors du service militaire, je vais dans l'île des Roses, et je commence à m'entraîner. J'essaie de jouer au tambour. Les pas que je voyais, j'arrive à les reproduire parce que j'étais danseur. J'étais un danseur moderne et c'est comme ça que je commence à danser dans les roses. Je commence à danser dans les roses. Au début, il faut savoir que quand j'ai commencé à danser, c'était quelque peu moderne, hein, puisque je dansais de la funky, du jazz rock, etc. Donc j'ajoutais des pas de ça dans ça et puis c'était pas suffisamment traditionnel. J'étais pas encore satisfait de moi. Et puis même certains gars me faisaient la remarque, ils me disaient, ouais, on sont dans ces modernes, tu vas voir dans ces boucans d'après, on sont dans ces modernes. Donc, ils ont touché mon orgueil, là. Je me suis mis à redoubler d'efforts, à travailler, mais je travaillais seul, toujours chez moi. Je m'enferme et je donne jusqu'à ce que je sois satisfait de moi. Jusqu'au moment où j'ai trouvé la bonne sauce. Là, à présent, quand j'allais dans les roses, les regards étaient tout autres parce que ils sentaient qu'il y avait un danseur de vocal. Là, j'ai l'impression que mes ancêtres m'ont parlé, m'ont donné quelque chose et je prenais mon pied, je prenais mon pied.
Après, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je porte quelque chose. Quand je dansais la danse moderne, j'aimais danser avec chapeau et canne. Je me suis dit, mais il y a moyen de danser le bouc avec chapeau et canne. C'est pas juste mettre le chapeau, juste tenir la canne, c'est danser avec. Ça veut dire que le chapeau danse, il y a des mouvements que tu fais avec le chapeau, la canne danse, la canne tourne, je saute la canne, elle tourne, enfin. J'ai trouvé des passages où il fallait que je le fasse et je l'ai fait. Et ça fait de moi ma particularité. Donc il y a un moment en Guadeloupe où il y avait des danseurs, il y avait beaucoup de danseurs, hein, sauf qu'il y avait des danseurs qui se démarquaient. Je vais prendre l'exemple de Mario Coco, parce qu'on se rencontrait tout le temps dans les roses, Mario Coco. Il y a un monsieur qui s'appelle Selbonne, qui s'habillait particulièrement, il s'habillait en costard, mais avec des bottes de laboureur, et avec un gros morceau de bois en main. Il y avait Jean-Marc Ferdinand avec son chapeau et sa canne. Enfin, on n'était pas plus de 3 ou 4. Et on se rencontrait dans tous les roses. Donc, dès que les gens nous voyaient là, ils savaient qu'il allait avoir du spectacle. Parce que nous prenons plaisir à faire ça. Il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait rien en jeu. On faisait ça parce qu'on aimait danser. Et on faisait ça. Et c'est quand je me suis rendu compte que justement, les roses, malheureusement, j'ai été un petit peu déçu de constater que l'argent a pris les devants. Tout le monde a commencé à parler d'argent. Tant et si bien que le danseur m'a dit, Jean-Marc, tu as déjà remarqué que dans les roses, c'est nous qui avons ces roses-là, hein. C'est nous, malazim, nous, parti. Les roses-là, quelqu'un qui est là parce que nous avons dansé, Et, il dit, il faut nous montrer un collectif pour nous faire payer nous, les nous danser les roses. Je dis, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, personnellement, je faisais ça pour prendre mon pied, pour m'amuser, et surtout pour perpétuer la tradition de mon pays. Alors on me parle d'argent, de me faire payer pour les roses, je ne voyais pas ça comme ça. Donc à partir de là, je me suis éloigné des roses. Et j'ai commencé à travailler dans des écoles de danse à présent. J'ai commencé à travailler et à dispenser des cours véritables avec une sauce à la Jean-Marc Ferdinand. Et c'est comme ça que ma partie danse, je ne peux pas dire qu'elle est clôturée, puisque je l'utilise toujours à bon escient. Autre précision, dans ma vie, j'ai fait tellement de choses. Dans ma vie, fin des années 80, on avait un petit groupe de carnaval à Saint-Claude qui s'appelait Caraïbes Bonne, dont j'ai été le président les dernières années, sans savoir ce que c'est qu'être un président d'association. J'étais jeune. Et finalement, on a tenu parce qu'on avait une bonne musique. Notre musique était bien. Moi, j'étais caisse-claire principal. Tout ça, j'ai appris ça sur le tas. Je suis toujours en quête d'apprentissage. Moi, j'ai toujours envie d'apprendre des choses. Je suis curieux de nature. J'ai envie de savoir. Et donc, j'ai appris à jouer à la caisse claire. On a monté le groupe. Et finalement, on se rend compte que quand on arrive dans le Val-de-Bassin, on est attendu. Parce que tout le monde aime notre musique. On n'a pas forcément de gros costumes, puisqu'on n'a pas d'argent, de belles tenues. Peut-être que des fois, on mettait toujours la même tenue, sauf que la musique était bonne. Et on a tenu comme ça pendant quelques années. Et à un moment, on s'est essoufflé. On s'est dit, bon, il faut qu'on passe à autre chose. Autre chose, mais quoi? Là, après, je sors du service militaire, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais quoi? Et je leur dis, vous savez quelque chose? Vous allez peut-être rire, hein? Si on monte un club de 3e âge à Saint-Claude, bien évidemment, tout le monde a rigolé. Et après, on est passé à la phase explicative où je leur dis, bah, disons dans Tibétain, nous sommes le seul club de 3e âge à Saint-Claude, nous avons essayé la vie montante, et on seul bitin, quand on a fait ses pèlerinages. Il y a un pèlerinage à Petit Canal, il y a un petit pèlerinage par-ci, par-là, il y a toutes les églises à la Guadeloupe. Alors ça veut dire que les nous qui vieillissent, c'est qui priait pour nous faire. Ça se résume à ça. Être vieux, être âgé, ça veut dire se résumer à la prière. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les personnes âgées. À partir du moment où ils ont une personne qui les guide, moi, je pense qu'au contraire, il faut faire des choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Et partout de là, on a décidé de monter le club de Vous. Sauf que, je le précise, mais on ne sera pas crédible, puisqu'on est tous des jeunes, c'est paradoxal, des jeunes qui montent une association, un club déjeuner, ça ne va pas passer, les gens ne vont pas croire, Et là, il y avait une dame qu'on connaît très bien, qui a été la présidente du Volcan Fleuri pendant une 30aine d'années, si ce n'est plus, Madame Sergine Guéril, qui est malheureusement passée dans l'au-delà. Respect aussi pour cette dame-là, parce que comme elle avait beaucoup de ses filles, c'est une dame qui a beaucoup de filles, toutes ses filles étaient donc à Ibonne avec nous. Donc on a été là-bas, on lui a dit,
on lui a soumis l'idée de monter que de l'image, et ils ont dit qu'il nous faut un adulte pour chapeauter ça. Et donc, elle a accepté. On a monté l'association. Et nous, les jeunes, on était 7 jeunes précisément, on a été les encadrants de ces adultes-là, les aînés. Moi, j'étais bien évidemment directeur artistique, parce que moi, je voyais autre chose. Fort de tout ce que j'avais vécu auparavant, toutes les expériences que j'avais déjà acquises, j'ai monté des ateliers de danse, de théâtre, etc. Et on s'est mis à faire des spectacles avec les aînés. Ensuite, on a monté un grand spectacle sur la chronologie du costume créole. Et c'était magnifique. Moi, je suis un petit peu émotionné parce que cette partie-là me touche particulièrement, puisqu'il y avait mon père, ma mère, tout le monde était dans l'association. C'était une très, 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 très belle association. On a fait des voyages, on a fait des jumelages à Plombières-les-Bains, on a été à Martinique, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de spectacles, beaucoup de belles tenues, beaucoup de belles choses. Et tant et si bien, je me rappelle que les aînés me disaient, Jean-Marc, vous comptez ça, quoi faire nous faire? Moi, je tenir autre chose. Moi, la manière autre chose, je ne comprends rien parce que mon mouvement, c'est ça. En comptant, mon Dieu, Jean-Marc, pourquoi faire nous vivre? Ça me touche. Excusez-moi. Et donc, on a continué comme ça, on a tenu, mais bon, au fur et à mesure, on devient adulte. Maintenant, il faut qu'on aille affronter la vie active, le travail et tout, etc. Donc, nous sommes partis de chacun de notre côté, sachant que maintenant, l'association est bien assise. Sergine est là pour vous guider les choses. Et je peux te dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'association Volcan Fleuri à Saint-Claude est toujours là. Donc, c'est une de mes fiertés aussi. Donc, tout ça pour te dire que j'ai travaillé avec énormément de publics différents. Et tout ça m'a apporté de l'expérience parce que même si je leur apportais beaucoup de choses, il y a aussi en retour, ils me le rendaient bien. C'est très important pour moi, l'échange qu'on faisait, l'échange d'énergie, les énergies étaient positives, donc on allait ensemble, moi. Parce que moi, je suis comme ça, je capte, dès que je rentre quelque part, je capte les énergies. Si l'énergie n'est pas positive, je vais disparaître en douceur. Je ne vais pas rester là parce que j'aime les bons flux, les flux positifs, quand ça va. S'il y a de la bagarre, il y a du babillage, tout ça, je ne suis pas là, j'aime pas ça. Et je suis offusqué aussi quand il y a des cancans, oh là là, je trouve que c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Il faut qu'on aille de l'avant dans le bon sens. Tu peux avoir une querelle avec quelqu'un sur un sujet où on n'est pas d'accord, et puis on a fini avec ça. C'est pas la peine qu'il y ait de représailles, qu'il y ait de paroles inutiles qui nous empêchent encore d'avancer. Je n'ai jamais vu la guerre résoudre aucun problème depuis longtemps que je suis sur Terre. Au contraire, je pense que la guerre amplifie le problème. Bon, on va passer à autre chose, on reste dans le positif. Donc, je fais mes affaires. Pascal Vallot fait appel à moi parce qu'il monte, il a une comédie musicale qui s'appelait Fatalita, qu'il avait déjà fait une première version avec Jacques Darboux, Jean-Michel Routin à l'époque, etc., Claude Faustin, etc. Et là, il décide de refaire ça, début des années 90 toujours. Il décide de refaire ça, et comme j'étais son chorégraphe et son danseur pendant très longtemps, d'ailleurs c'est l'un des premiers artistes à m'avoir fait prendre l'avion. Il faut dire les choses, je n'avais jamais repris l'avion de ma vie, et quand Pascal m'a dit qu'on va jouer à Martinique, je dis ah bon, Martinique, il faut prendre l'avion, alors chouette. Et finalement, c'était le début d'une longue vie, puisque on a été plusieurs fois, on a fait énormément de voyages, beaucoup de belles choses. Étant danseur chorégraphe, j'étais à mon aise avec Pascal. Je te remercie d'ailleurs, Pascal, c'était un beau moment. Ça m'a mis les pieds à l'étrier pour sur les grandes scènes. Et là, c'était parti, quoi. C'était parti pour la belle vie. Quand je dis la belle vie, pour ce que j'aime, moi. Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important que j'ai omis de préciser. Quand j'étais jeune, que j'ai voulu faire la danse en professionnel, et que je l'ai annoncé à ma maman, paix à son âme, elle m'a dit de but en blanc, Jean-Marc, tu sais, tu travailles très bien à l'école, tu es un excellent élève, continue tes études, s'il te plaît. Parce qu'elle danse, à pas danser qui va manger, et puis là, elle danse, et puis là, madame. J'étais choqué intérieurement, sauf que j'aime les challenges. J'adore les challenges. Quand elle m'a dit ça, c'est resté noté quelque part dans ma tête. Et je me rappellerai toujours que la première paix que j'ai eue en danse, dans une enveloppe, je lui ai remis l'enveloppe et elle me dit c'est quoi? Je lui ai dit c'est ma première paye de danse. C'est symbolique pour moi que tu aies cette paye-là.
Si on garde l'argent, on travaille pour l'argent, on garde. Non, maman, garde cet argent parce qu'il y en aura d'autres. Et c'était parti. Et depuis ce jour-là, ma mère est devenue mon plus grand fan. C'était mon plus grand fan. Et je me rappelle un moment, elle me dit, mais Jean-Marc, à quel moment on va pas faire tout ça? Parce que j'avais soif de connaissances en termes artistiques. Donc ça veut dire que le milieu artistique, j'y baigne depuis très 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 longtemps. Donc effectivement, en 97, à chaque fois que je suis en 97, on me dit en arrière. Et quand j'ai commencé à jouer le goka véritablement, j'ai fait la rencontre de Julienne, etc. On s'est côtoyés, on a commencé à jouer ensemble. Et finalement, à force de côtoyer des gens qui jouent déjà au tambour, tu t'améliores, tu progresses, etc. Depuis à l'époque, il y avait des bateaux qui arrivaient à Bastère, que l'office du tourisme de Bastère recevait. On organisait une journée pour eux, au Fort Ludel-Grèce, et on jouait au tambour, enfin, c'était beau, c'était magnifique. Et j'aimais ça. Donc, chemin faisant, on a commencé à jouer dans les hôtels en Guadeloupe. À cette époque-là, il y avait énormément d'hôtels en Guadeloupe. Tant et si bien qu'on se retrouve à jouer tous les soirs dans les hôtels, du lundi au dimanche. On jouait dans les hôtels en Grande-Terre, au Méridien, au Club Med, au Fort Royal à la Criée. On a joué dans tous les hôtels. Je vivais que de ça d'ailleurs. Et depuis là, j'ai passé une autre étape. Puisque je jouais maintenant, je me suis rendu compte que je maîtrise la danse goka, je maîtrise le jouer goka. Il me manquait de cette chose, le chanter goka. Et dans les hôtels, je me suis dit, c'est le bon endroit, puisque les touristes ne savent pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon de le goka. Donc j'ai commencé à chanter, jusqu'à ce que je suis devenu bon aussi. Et là, à présent, j'ai voulu aller plus loin encore. Parce que j'estime qu'il ne faut pas se limiter. Il y a toujours de belles choses à faire, dès que ça va dans le bon sens. Et je chantais dans les... À la présent, j'ai commencé à aimer le chant. Je chantais dans les hôtels. Quand il y avait une fête, je chantais, j'aimais chanter. Et je me suis toujours habitué à chanter sans micro. Donc je pense que c'est ce qui a fait que j'ai un thème qui pousse. Même quand il n'y a pas de micro, ça pousse parce que tu vas prendre l'exemple d'un gars comme Ladrizo, ça se voit que c'est un gars qui chante dans la rue depuis longtemps. C'est-à-dire que tu t'obliges à pousser la voix parce qu'il y a du bruit autour et il faut que tu couvres tout le monde. Donc, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est du travail. Je me rappelle que je montais j'habite Saint-Claude, donc je montais dans les paillotes de Beau Soleil, j'allais crier. Je rentrais dans les bois, je criais, histoire d'habituer les cordes vocales à s'exécuter et à s'exprimer, quoi. Et donc tout ça m'a servi. Dans les hôtels, je chantais, je prenais mon pied. Et en 97, je fais une rencontre parce que je travaillais en boîte de nuit. Parce qu'il y avait beaucoup de boîtes de nuit en Guadeloupe, mais il y avait 2 boîtes populaires en Guadeloupe, en Grande-Terre, le Newland, en Basse-Terre, la Plantation. Et comme je travaillais avec M. Jacques Tunis, je faisais de l'animation. Ensuite, avec mon groupe, j'avais un groupe, on a dansé, on a fait beaucoup de choses avec Troupe et Production à l'époque. Vous savez, je passe beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de choses. Et donc, à partir du moment où j'avais fait le premier stage de BAFA, la formation d'animateur d'enfants, je me suis rendu compte que dans la formation, toutes les veillées qu'il y avait le soir, spontanément, c'est moi qui avais le micro et c'est moi qui animais pour les gens, alors que je n'ai jamais appris à faire ça. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Oh. Et là, à présent, j'ai commencé à faire des animations dans les kermesses, dans les fêtes de quartier, animation commerciale, élection de Miss, fête de Saint-Claude, et je me rends compte que je suis animateur. Non seulement je suis animateur, mais je suis bon dans ce que je fais. Donc je suis sollicité partout parce que j'ai des contrats tout le temps, etc. Sauf que je me dis animation, oui, mais je suis chanteur, moi j'ai envie de chanter, moi. J'ai envie de faire de la musique, moi. J'ai envie de jouer dans mon tambour. Donc les hôtels continuent, je fais de l'animation, je fais beaucoup de choses en même temps. Je commence à préparer les filles pour les élections de Miss dans les communes à Vieux-Habitants, dans ma commune à Saint-Claude, à Sainte-Anne. On m'appelle à Saint-Martin pour préparer, parce qu'ils ont vu que je fais de belles préparations. On m'appelle à Saint-Martin, je fais un mois à Saint-Martin, un mois pour préparer les filles pour Miss Saint-Martin. Enfin, j'ai fait tout un cheminement dans ce sens-là. Et c'est là justement que j'ai été découvert par j'ai été remarqué par madame Emmanuelle, qui est la chaperonne
de Miss Guadeloupe. Et c'est là qu'elle me dit que je te veux dans mon équipe. Je lui ai dit, moi, comité Miss Guadeloupe? Ah oui, au centre des arts. Au centre des arts? Oh. J'avais pas encore prévu de viser aussi haut, quoi. Donc effectivement, ça m'a fait chaud au cœur qu'elle me sollicite. Mais en même temps, je me suis dit, voilà un autre challenge qui s'offre à moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi, début des années 2000, j'ai commencé à préparer les Miss Guadeloupe. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années, comme je l'ai dit tantôt, avec beaucoup de Miss à l'actif, beaucoup de dauphines aussi. C'était magnifique et pour tout dire, j'ai arrêté parce que j'aimais pas la nouvelle appellation. Parce que j'ai un petit côté patriote en moi. Je n'ai jamais vécu autre part qu'en Guadeloupe, précisément à Saint-Claude. Et quand ils ont décidé de ne plus appeler ça Miss Guadeloupe, mais Miss Guadeloupe pour Miss France, ça m'a fait un petit quelque chose. Le pour Miss France en plus, on s'est pertinemment à partir du moment où une fille est Miss Guadeloupe, elle ira Miss France. Pourquoi il a fallu absolument donner cette appellation à notre Miss Guadeloupe pour Miss France? Ça veut dire que quelque part, la Guadeloupe ne compte même pas, c'est pour la France qu'on n'en prie pas. Donc, comme je n'abonnais pas trop dans ce sens-là, j'ai préféré prendre du recul et j'ai arrêté les préparations de Miss. J'ai tout arrêté à ce niveau-là parce que j'avais déjà trop de choses à faire. Pour revenir à 97, parce que c'est là le début de ma carrière de chanteur, dans l'évolution du zouk, au départ, on a connu du zouk béton, du zouk machiné, toutes sortes de zouk qui allaient vite. Et ensuite, on est tombé dans une sauce de zouk love. Tout le monde est entré dans le zouk love, mais à quel moment ils s'amusent? Et finalement, je crois que les Dominicains ont compris ça avant nous, et c'était la période de jump up. Ben, frère, là, oui, puis comme ça, qui est mon qui est là, dis-moi qui est mon qui est là, etc. Donc je me dis, waouh. Donc ça veut dire que quand on veut faire la fête, on est obligé de prendre la musique, une musique qui sort d'ailleurs, on n'a pas de musique chante chez nous encore. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Mais sans voir discographie encore, je n'ai pas, sans tête, je n'ai même pas l'idée de faire une carrière dans la musique. Le seul truc que je sais, c'est que je travaille dans une boîte et j'ai envie que la boîte, que ça bouge. Donc j'ai demandé à Jackie de me faire confiance, que je vais tester quelque chose. Jackie Dulis, le propriétaire de la cotation. Et comme la cabine du disque jockey était en hauteur, donc ça dominait sur le public. Donc je faisais le DJ me mettre une boucle musicale de jump pop instrumentale. Et je faisais de l'animation en direct dans la boîte. Sur ça. Et c'est vrai que les gens ont abondé. Et finalement, on se rendait compte que la boîte était ouverte, surtout pendant les vacances, du mardi au dimanche. Et tous les soirs, les gens n'attendaient que ce moment-là, ce moment de défoulement où je le faisais aller à gauche, aller à droite, sauter, crier, etc. Ils respectaient la lettre, tout ce que je demandais. Et voilà. Donc j'étais satisfait. Sauf que là, un jour, un producteur passait par là, il m'a dit, mais je manque 8 heures là, ça. Faut de mettre ça sur 10. Hein. On dit, ah bon, il faut de mettre ça. Et c'est septembre 2017, je suis en studio, on prépare un morceau. Comme je travaille toujours dans les écoles avec les enfants, je ne pense qu'aux enfants. Je fais un morceau chaud, mais je ne pense qu'aux enfants. Je dis, ah, mais les enfants vont répondre si je dis ça. David l'a crié, ben, David l'a crié. Et après, je fais l'animation, on tape, les mains, vidéo. On dit qu'on fait, carton plein. Ça va, c'est un single, c'est joué partout. Les enfants adhèrent, tout le monde. Je fais le clip. Je mets tous les enfants avec lesquels je travaille dans les écoles dans le clip pour faire la fête avec nous. Et ça se passe bien, sauf que c'était le début d'une carrière de chanteur, quoi. Puisque le producteur, M. Christian Yeye, me dit, moi, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Tu as fait ça, ça a marché, mais il faut refaire. Et finalement, j'ai travaillé 8 ans avec lui. 8 ans dans sa production. 8 ans. En 8 ans, on a produit une quinzaine d'œuvres. 15 œuvres en 8 ans, ça veut dire qu'on bossait tout le temps. Musicalement, parce qu'on avait des idées, on était fertile, on avait énormément d'idées, donc c'était aussi bien carnaval, fin d'année, tout était confondu, Noël, toutes les catégories confondues. On avait de la musique pour toutes les périodes. Et jusqu'au jour de notre séparation, on s'est séparés, puisque c'est vrai que j'avais envie de voler de mes proposelles. C'est là que j'ai monté en compagnie de Joby Julienne, Cacaustic.
C'était notre manière de voir le Goka, notre manière à nous. On s'est dit que le Goka, c'est bien. On adore le Goka. On sait jouer au Goka. On adore jouer au Goka. Et on a voulu rendre le Goka accessible à un public un petit peu plus large. Donc, selon nous, on s'est dit, en ajoutant des instruments harmoniques, ça peut porter un plus pour le Goka. Et là, avec deux autres amis, on a monté le quatuor acoustique. Les deux autres amis, en l'occurrence, c'est M. Jean Tamas et M. Arsène Noël, donc une contrebasse et une guitare acoustique, et les tambours. Donc le concept s'appelle, depuis le départ, voix, code, peau. Et finalement, on a trouvé une bonne résonance avec ça, puisque la facture des peaux allait totalement avec les cordes et l'harmonisation des voix. Et on s'est dit, waouh, c'est beau. On a trouvé quelque chose, c'est beau, on répétait. D'ailleurs, on n'appelait même pas ça des répétitions, on disait, on va au labo. Parce que nous étions à la recherche de sons nouveaux, de sons qui devraient plaire à tout un chacun. Sauf qu'on n'était pas sûr de nous. On s'est dit, bon, macaque pas, j'en avais petit Thaïlande, c'est nous qui faisons, nous, quand nous voyons belle, mais est-ce qu'il y a monde qui nous voit belle? Et donc, on s'est bien invité des personnes, le don de répétition pour nous donner leur avis, etc. Et nous a dit, ah ouais, c'est magnifique, etc. Et c'est comme ça qu'on a travaillé dans les hôtels pour rassembler de l'argent, pour pouvoir produire notre premier album en 2006. On produit le premier album acoustique qui fait carton plein. Tous les gens aiment la musique, trouvent la musique belle. Nous-mêmes, on prend notre pied et on est content. Et voilà. Sauf que j'ai reçu quelques remarques qui m'ont touché, puisque c'est vrai que j'avais donné un public, comme je faisais de l'ambiance, et que le morceau Cabrit la Criée avait bien fonctionné, et qu'il y a d'autres morceaux que j'ai fait avec la production Yéyé qui ont marché du feu de Dieu. Les gens me disent, bon, la musique que tu fais là est belle avec acoustique, mais ne me dis pas qu'on ne va plus retrouver l'ambianceur. Et là, j'ai pris du recul, je me suis dit, waouh, effectivement, je trouve que j'ai été égoïste. J'ai pensé à moi, j'aime ce que je fais de nouveau, sauf que les gens s'étaient déjà arrêtés sur ce que je faisais avant aussi. Donc avec le recul, je me suis dit, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je peux continuer à faire de l'ambiance et continuer à faire du acoustique, du son tracé. Et c'est ça qui se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, l'avantage avec la musique de acoustique, c'est que c'est une musique qui est exportable, véritablement, et qui est jouable dans tous les pays. Donc c'est vrai qu'on va dans énormément de festivals mondiaux, internationaux, un petit peu partout. Nous sommes déjà passés à Marie-Galante aussi sur la grande scène d'auteur de blues. Enfin, on a fait le tour des festivals, le festival Goka. Le Goka de cette année, on y est passé plusieurs fois parce que ça change de ce que les gens entendent. On n'a aucune prétention, hein, bon, je tiens à préciser ça, on n'a aucune prétention. On a fait une musique qui nous plaît. Si ça plaît au plus grand nombre, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'on détient aucune science infuse ni quoi que ce soit. Nous, on a été dans ce sens-là. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire autre chose qui peut être tout aussi bien, au contraire. Je pense que plus il y aura de groupes acoustiques comme nous, mieux ça vaudra, parce que pour l'instant, on est une minorité. Il n'y a que qu'acoustique et le groupe Soft, que tout le monde connaît, qui sont deux groupes acoustiques, qui ont tous les deux une belle résonance, et pourtant qui ne se ressemblent pas. On a l'impression que c'est les deux mêmes groupes. Quand on écoute les deux musiques, on sent que c'est deux directions différentes. Et donc, avec acoustique, comme je le disais, on a déjà fait beaucoup de festivals. Le festival Nuit d'Afrique au Canada, à Montréal, c'est un festival ils nous adorent là-bas, quoi. Quand on arrive là-bas, on a l'impression d'être à la maison. On a déjà fait beaucoup de festivals. Nous sommes allés dans le Vermont, aux États-Unis, jouer pour les Américains. On est déjà allé, on a fait 8 jours à Cuba, où on jouait tous les jours dans les villages à Cuba. Les Cubains dans cette musique-là, comme si c'était la leur. Trinidad, Tobago, etc. Enfin, bref, on fait le grand tour avec cette musique-là. C'est une musique qui est intemporelle et immortelle selon moi. Mais c'est une musique qui joue avec le cœur. Pour jouer cette musique-là, il faut avoir du cœur. Le 30 avril 2023, la commune de Saint-Claude me met à l'honneur en édifiant une statue à mon effigie pour le travail en général et surtout culturel
que je fais depuis plus d'une quarantaine d'années à Saint-Claude. Et il me récompense en édifiant une statue de Jean-Marc Ferdinand qui se trouve au bout de Saint-Claude. Alors là, à présent, j'ai été touché au plus profond de moi-même. Je ne m'attendais pas à celle-là. J'ai pleuré comme un enfant. C'est normal parce que je ne m'attendais pas. L'émotion m'a envahi. J'ai pleuré. J'étais quelque part fier en même temps, mais je trouvais ça beau, quoi. Une statue pour moi. Moi qui étais petit Saint-Claudien et le 20 Saint-Claude, le pire. De ton vivant. En plus de mon vivant. Et le pire, c'est que là où ils ont posé la statue, c'est là où j'habitais, c'est là où j'ai levé les bêtes de mon père, c'est là que je faisais du manger lapin, c'est là que j'attachais les chèvres de mon père en plein bourg de Saint-Claude. C'est exactement là qu'ils ont posé la statue. Donc, ce jour-là, c'était trop pour moi parce que j'aurais tant aimé que mon père et ma mère soient là, donc j'avais les yeux au ciel, etc. Et heureusement que mes frères et sœurs étaient là avec moi. En fait, bon, c'est un grand moment de ma vie. C'est une grande forme de reconnaissance de ma commune, je précise de ma commune, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. C'est pas parce que j'ai été reconnu par ma commune que c'est fini. La boucle n'est pas bouclée selon moi. Tant que je suis vivant, la boucle n'est pas bouclée parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et donc, je continue ma carrière tranquillement, tant et si bien. Là, c'est beau dossier, là. En 2021, en pleine crise de Covid, à l'époque où on disait aux métropolitains, aux hexagonaux, que les billets pour Guadeloupe-Martinique sont moins chers, que vous pouvez aller à Guadeloupe et à Martinique. Moi, j'étais enfermé chez moi depuis le début de la crise, j'étais enfermé, j'étais embêté, j'étais aigri, parce que moi, je suis un homme d'action, je suis toujours... Et là, je suis enfermé entre quatre murs depuis... Non. Ne jouant plus de musique, n'allant nulle part, ne voyant que la maison et ma famille. Et donc, je reçois un appel d'un collègue, Jérôme Castry, qui me dit, Jean-Marc, tu sais quoi? J'ai un plan. J'ai un plan pour toi. Je lui dis, tu as un plan pour moi? Ah oui, il y a un petit restaurant à Pointe-Noire qui s'appelle Le Plaisir. C'est en bordure de rivière, c'est un lieu magnifique, c'est exotique. Et nous faisons des artistes là tous les vendredis, etc. Je dis en pleine crise Covid, mais le Covid commençait un petit peu à... Je dis, je ne sais même pas si un jour cette classe se termine, en parlant de la crise, je ne sais même pas si je vais refaire de la musique parce que, sincèrement, je suis amorphe là. Il me dit justement, raison de plus, tu vas faire quelques chansons avec nous, machin, ça va te remettre les pieds à l'étrier. Je dis, sincèrement, je ne suis pas trop chaud. Et en fait, il insiste. Il insiste tellement que je lui dis pourquoi pas. En plus, il m'a dit, bon, c'est un trio, on fait un trio, Jean-Michel Lesdel, toi et moi. Je lui dis, ah bon, pourquoi pas, on voit ce que ça donne. Et en fait, pour le Covid, c'est la première fois que je sortais de chez moi. J'ai pris ma voiture depuis après très longtemps. Je suis monté faire une répétition, j'ai fait un petit répertoire, je suis monté faire une répétition avec eux à Bergevin. Je suis rentré chez moi avec le sourire parce que j'ai retrouvé la musique. Et donc, de ce fait, je n'attendais que le jour de la prestation. Là, mon cœur battait comme ça. Et le jour où nous sommes allés au Plaisir, on a fait une belle première partie, un premier set. Les gens sont contents. Il y avait énormément de métropolitains. Et à l'entracte, on a fait un premier set à l'entracte. Il y a une des serveuses qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Ferdinand, vous êtes sollicité par cette table. Donc je me dirige vers la table, il y a une dizaine de métropolitains assis là et qui me disent, Monsieur Ferdinand, mon Dieu, on aime beaucoup ce que vous faites. En plus, on est venu en Guadeloupe avec l'espoir de vous croiser. Je lui dis, ah bon. Je dis, mais vous me connaissez d'où alors? Monsieur Ferdinand, vous savez, c'est là qui est Internet maintenant. On vous suit sur Internet depuis longtemps parce que vous avez des musiques qui nous plaisent, etc., etc., etc. Je suis agréablement surpris. Il m'invite à prendre un pot avec eux, je prends un pot avec eux, ensuite je retourne faire mon deuxième set, etc.
À la fin de la prestation, ils insistent, ils me disent de revenir sur leur table parce que ils auraient aimé avoir un souvenir de moi. Je leur dis, mais qu'est-ce que je... Donc on fait des photos ensemble, etc. Et puis ils me disent, ils auraient bien aimé que je signe mon nom sur une partie de leur jambe. Je dis, ça peut vous faire plaisir. Donc ils font tous descendre leurs chaussettes, ils mettent leurs pieds, je signe mon nom. Il y a un qui me dit qu'il aime... il y a une réplique que je dis assez souvent durant ma prestation. C'est ça même! Il m'a dit, j'aime bien quand vous dites ça. Il m'a appris pour moi, c'est ça même. Donc je marque ça avec un feutre sur leurs jambes. Et on se laisse là. Le lendemain, je reçois un WhatsApp avec la photo de tous les pieds que j'avais signés. Ils se sont fait tatouer. Ils se sont fait tatouer. Donc ça veut dire que j'ai des gens avec mon prénom signé Jean-Marc tatoué sur leurs jambes, sur leurs pieds. Une dizaine de personnes. Donc, je me dis, mais bon Dieu, il y a des choses qui vont m'arriver encore de ce monde, c'est pas possible. Et là, je reçois l'appel d'un d'eux. Ils sont repartis en métropole, etc. Et j'appelle, il y a un d'eux qui m'appelle, il me dit, vous savez, je ne vous l'avais pas dit l'autre fois, mais je suis musicien, j'ai fait le conservatoire, etc. Et j'ai vu que vous maîtrisez véritablement votre art. J'aurais bien aimé en savoir plus sur vous. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, je ne sais pas, moi, comme quand on fait l'interview là. Je lui dis, c'est pour une télé, c'est pour quelque chose. Il m'a dit, non, pour moi, mon plaisir personnel. Et le gars revient à Wallo. Il loue quelque part, il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai toujours mon tambour dans ma voiture, mon tambour est toujours dans ma voiture. Mon tambour, c'est mon moi. J'arrive chez lui, il avait loué quelque part, j'arrive de son côté. On commence à parler, etc. Et on parle de musique. Et moi, je lui dis que moi, ma musique de prédilection, c'est le boka. J'adore le boka. Parce que j'estime que c'est une musique qui n'a pas fini d'être expérimentée. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette musique-là. Et je trouve qu'elle n'est pas suffisamment connue mondialement, qu'il y a du travail à faire encore. Et je lui parle du coca avec tellement d'intensité, tellement de ferveur, qu'il se trouve séduit. Je lui dis, attendez, je vais dans ma voiture, je prends mon cas, et je reviens. Et j'illustre tout ce que je lui raconte, je l'illustre avec des sons. Je lui dis, par exemple, ça c'est le Kalaja c'est pour ça, le Mendé c'est ça, on a cette rythme de base, enfin je lui explique le truc, et le gars se retrouve ébahi, quoi. Il me dit, mais vous avez une maîtrise de... On dit, mais j'aime ma culture, j'ai une belle culture de mon pays, j'adore ma culture. Et il me dit, est-ce que vous savez qu'à partir de ce que vous faites là, on peut faire quelque chose? Je lui dis, mais vous parlez de quoi? Et il avait des petits instruments, des mini-instruments. Il m'a dit, attendez, il va prendre son sac, il pose quelques petits claviers sur la table, etc. Il m'a dit, par exemple, jouez-moi le premier, ce que j'ai dit un tout black, j'ai dit, je le black, il enregistre. Et devant moi, il ajoute des sons dessus. Et je lui dis, oh bon. Il me dit, ouais, c'est ça que ça m'a inspiré ça. Mais on peut aller plus loin, là, c'est parce qu'on est ensemble, là, je fais ça comme ça, mais... Et là, finalement, on est resté une demi-journée à parler. Une demi-journée à parler de musique et à parler d'échanges musicaux entre la musique guadeloupéenne qui est le boka et sa musique qui est électronique. Lui, il fait de l'électro-funk. Et je lui dis qu'à la base, je suis un danseur et la funky music, c'est une musique que j'adore et que je danse très bien. Je lui fais quelques démonstrations de pas aussi pour lui montrer que après aussi fier qui ça, quand il gasse toujours, quoi. Et donc, on arrive à tomber d'accord. Il me dit, il reviendra. Je lui dis pour la troisième fois, il me dit oui. Il va revenir, mais cette fois, il faut qu'on travaille. Pour savoir si on est capable de faire quelque chose ensemble. Je lui dis, mais pas de problème. Il me dit, il revient pour 1 mois. Et il revient en février 2022 en Guadeloupe. En moins de mois, puisque février, ça fait pas 1 mois totalement, c'est le plus petit mois de l'année. Qu'en moins de mois, on a réussi à pondre pas moins d'une vingtaine de titres. C'est dire comment on travaillait. Qu'on est très prolifique ensemble. On s'est rendu compte qu'on arrive à associer les musiques, à trouver des textes. J'écris des textes sous le coup. Moi qui d'habitude, j'ai besoin de recul pour écrire le texte là. Pendant qu'on fait la musique, j'écris le texte parce que je... En français et en créole? En français et en créole. Et je ressens le truc, quoi.
Et on se dit, mais on tient quelque chose là. On tient quelque chose là. Et là, je me mets à y croire. Je me dis, mais oui, on tient quelque chose. Il y croit tellement que lui, il faut savoir que c'est un Strasbourgeois, donc il vit en Alsace. Et chez lui, il a son groupe. Il s'appelle Léopard Da Vinci, c'est son nom d'artiste. Il fait ses tournées en métropole, dans tous les festivals en métropole, etc. Et il a sa boîte de prod, etc. Et il me dit, tu sais quoi, quand je rentre là, je vais monter une tournée. Je vais monter une tournée. Je vais monter une tournée. Avec les 20 titres qu'on a là, on a de quoi faire des concerts. Hein. Je dis, tu penses? Il me dit, non. En plus, pour un concert, on n'a pas besoin de 20 titres, en plus. On va sélectionner quels sont les titres qu'il nous faut. Dans mon cœur, je me mets à battre la chambre. Je me dis, mais on a fait ça, non, on n'a pas encore répété véritablement pour jouer sur ça. Enfin, bref. Mais le gars savait ce qu'il disait. Ça veut dire en septembre 2022, je me retrouve à Strasbourg. On fait une semaine de répétition. 2 personnes sur scène. Cyprien et ses claviers, Jean-Marc, son cas et sa voix. On se retrouve à 2 sur scène avec du monde devant nous. Parce que comme il est connu chez lui, il a fait en sorte que la première salle que nous fassions, c'est chez lui à Strasbourg. C'est les 2 plus grandes salles de spectacle qui s'appellent le Django à Strasbourg. Devant une salle bondée, parce qu'il aura parlé de découverte. J'ai fait la rencontre d'un Antillais, d'un Guadeloupéen, et il faut que vous voyez ça. Donc les gens étaient là. Et tout le monde a été épaté par ce qu'ils ont entendu. Moi, j'ai été le premier épaté de voir la réaction des gens sur cette musique-là qu'on n'avait jamais rejoué devant qui que ce soit. Et après le concert, je lui ai dit, Cyprien, vraiment là, on tient quelque chose. Sauf que, ce n'était que la première date. Il a trouvé toute une série de dates. Nous sommes même passés dans un festival de rock and roll. Ça s'appelait Rock in the Bar. Je n'oublierai jamais ça, Rock in the Bar. Ça s'appelle Rock dans la ferme. Et c'est quelque part en race campagne, en Bretagne, je crois, race campagne. Et puis tu arrives quelque part, tu vois une grande ferme, avec achalandé, il y a 2 scènes, une scène intérieure, une scène extérieure. Donc les groupes se relaient. Quand l'extérieur a fini l'intérieur, on le relaie, etc., etc. Et je regarde la programmation, je vois qu'on est à 2h du matin. Je dis, c'est brillant. Et je conduis beaucoup là. Ça veut dire depuis que nous sommes arrivés, j'entends que du rock psychédélique, les gars qui écrasent leur guitare sur scène, etc. Je dis, mais la musique qu'on fait là n'a rien à voir avec ça. Il me dit, comment tu n'as pas confiance en ce qu'on fait? Alors je dis, mais j'ai confiance, mais quelque part de normal. Pour moi, c'est pas normal de nous faire le rock and roll. Bref, à 2h du matin, je me dis, mais est-ce qu'on aura du monde pour faire? Donc l'avant-dernier spectacle était à l'extérieur et nous sommes le dernier spectacle, nous sommes à l'intérieur. Tous les gens sont sortis de l'extérieur, ils sont rentrés là, on a commencé à jouer. Le truc a démarré comme si les gens connaissaient déjà cette musique-là. Je me dis, c'est pas possible, il y a une magie dans ça ou quoi. On a fait notre show, c'était magnifique, magnifique. Tant et si bien que, tu sais, à la fin du festival, après le dernier groupe, il y a un lieu de rencontre, un QG, où tout le monde se rencontre pour boire un pot ensemble, etc. Et bien, je t'assure que quand nous sommes rentrés, Cyprien et moi, on a été applaudis, quoi. On a été applaudis parce qu'on a fait la différence et que les gens en iraient. Donc, c'était le départ d'une grande vie de musique. Et depuis ça, on fait des concerts. On a fait une première tournée en 2022, une deuxième tournée en 2023, en septembre 2023. Et là, en 2024, nous avons fait une tournée au mois de mai qui nous a emmené cette fois à Paris, puisqu'on a trouvé un producteur sur Paris. Voilà, tout le monde là qui est boîtier. On a trouvé un producteur sur Paris, et pas des moindres, qui a aimé, parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, j'ai un nouveau concept, j'aurais bien aimé partager avec toi 2 ou 3 titres pour que tu me dises ce que tu en penses. Ça faisait même pas 10 minutes que je lui ai envoyé les titres. Il m'a rappelé, je veux ça. Je veux produire ça. Vous avez déjà un album? Non, je veux produire ça. De ce fait, nous sommes rentrés en studio. Il a produit un bel album. On a choisi, parmi la vingtaine de titres qu'on avait, on a choisi 10 qui attirent l'attention.
On a travaillé ça bien comme il faut. Si Brian est revenu en Guadeloupe parce qu'il fallait qu'on mette la touche guadeloupéenne dedans. Donc on est allé au studio 113, chez mon ami Dave Martial avec qui je travaille. On a posé les tambours, etc. En métropole, il a fait le mix, on a fait le truc, on a fait l'album, il est sorti. Et le producteur nous dit que la telle date, je ne me rappelle plus la date, au mois de mai 2024, vous présentez l'album à la salle mythique du New Morning. Waouh! Donc on se retrouve au New Morning, il y a quelques mois de ça, avec une salle bondée. Je me dis, c'est pas possible, on n'a pas encore fait suffisamment de choses. La salle est montée. On a une captation en direct de France TV. C'est trop bon, ouais, ça. Et le public prend son pied. Le truc est bon de toutes les manières, vous aurez l'occasion de voir ça, puisque le live va passer à la télévision. Belle soirée, magnifique soirée. Ensuite, on fait quelques dates après ça. Je rentre chez moi. Parce que c'est toujours comme ça, je descends, on fait la tournée, ensuite je rentre chez moi parce que j'ai affaire dans mon pays. Et là, voilà, c'est pas que c'est là, à l'instant où je parle, dans une semaine et demie, je suis dans l'avion. À la demande générale, nous allons refaire le New Morning. Ensuite, nous allons au festival de Nancy, en même temps que Kassav. Ensuite, nous allons à la péniche mécanique à Strasbourg. Enfin, on a quelques dates encore au mois d'octobre. Parce qu'il faut entretenir le groupe. Donc l'album est sorti. C'est sorti en CD, c'est sorti en vinyle, et c'est sur les plateformes de téléchargement. Nous avons baptisé ça les Frères Antimal. C'est un nom qui attire l'attention. Parce que je me dis, c'est quoi les Frères Antimal? Eh bien voilà, les Frères Antimal, c'est ça. Nous avons un clip. Notre deuxième clip est sorti vendredi dernier. Donc on a 2 clips sur YouTube et sur les réseaux. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui porte ses fruits, puisque j'ai énormément de retours maintenant. Parce que volontairement, il faut savoir que j'ai précisé ça, c'est bien ça depuis le départ. Tu sais, cette nouvelle expérience-là, je n'ai pas envie de la démarrer en Guadeloupe avant. Pour une fois, j'ai envie de faire le contraire. J'ai envie de démarrer en métropole, de faire mon en métropole, et que mon pays soit de bonheur de quelque chose, quoi. Ils se disent, ah, j'aimerais que ça, il faut qu'on sache sur le site. J'ai envie d'aller dans ce sens-là. C'est pourquoi beaucoup de gens me disent, ouais, mais pourquoi c'est pas, tu n'as pas fait ça sortir ici? Non, attendez, ça va arriver. À un moment, ça va arriver. Alors que l'album, si vous voulez vous le procurer, il est sur Internet de toutes les manières. Et là, avec la sortie des clips, beaucoup de gens ont fait le travail et commencent à faire des retours. Pour l'instant, je n'ai que des retours positifs, c'est tant mieux. Et même si, quand bien même que j'aurais des retours où il y a des critiques, je pense que ce seraient des critiques constructives. Mais pour l'instant, je suis assez satisfait du parcours que j'ai eu jusqu'à ce jour parce que, en termes de travail, je travaille beaucoup. Et il faut savoir que tout ce que je fais, mais vraiment, tout ce que je fais depuis quand j'ai commencé par la danse, c'est pour représenter mon pays, pour représenter les couleurs de la Guadeloupe et pour que la Guadeloupe soit fière de son enfant. Mais depuis la nuit des temps, les Antilles ont toujours été un gros pourvoyeur d'albums. Beaucoup d'albums ont été produits en Guadeloupe, puisque c'était l'époque des producteurs, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi à cette époque-là, ils n'ont pas fait en sorte d'avoir une usine de pressage dans les Antilles, de manière à ce que tout le monde puisse profiter véritablement de cette industrie-là, puisque c'est vrai que chacun, il fallait commander en métropole, il fallait payer la SDRM, aller emmener les caisses sur le port, faire rentrer en Guadeloupe, des douanes, etc. Ça demandait tout un travail, alors que si on avait une usine de fabrication ici, ça aurait été beaucoup plus vite, notamment à les périodes de Noël, où les gens ont besoin d'albums tout de suite, et les albums arrivent 4 jours avant Noël, etc. Enfin bref. Depuis là, je sentais qu'il y avait un souci. Et puis, je pense que les données ont été faussées ou changées, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis la disparition des producteurs, on a pris un premier coup. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, c'est pas mieux. C'est pas mieux, au contraire, ça s'est empiré, puisque le petit bonhomme qui est chez lui, qui a envie de faire une musique, il est dans sa chambre, il fait sa musique avec... il suffit qu'il ait les bons logiciels.
il fait une musique dans sa chambre tranquillement, qui tourne déjà sur les zones, etc., etc. Je connais des petits bonhommes qui n'ont jamais encore fait un seul spectacle sur scène de leur vie, et pourtant, ils ont des millions de vues, par exemple. Donc, les données ont changé, et il y a un manque à gagner, il y a un énorme manque à gagner, puisque c'est vrai qu'il n'y a plus d'argent qui entre, c'est faussé. L'artiste ne peut compter que sur les prestations véritables pour vivre sa vie, alors que qu'avant il pouvait compter sur les royalties, etc. Enfin, je pense que pour l'industrie, tout a changé et tout est devenu beaucoup plus délicat. Et je pense qu'il faut aller à tâtons. Je me rappelle qu'en 2008, quand nous avons fini de jouer au Casino de Paris, nous étions dans le hall où il y avait un pot d'accueil, un pot de partage. Et il y a Madame Joby Valant qui était venue me tenir dans ses bois, alors que je ne la connaissais pas. Et je lui ai demandé la raison de la chose, et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'effectivement, tu as fait une reprise de mon titre d'Islarié, mais la reprise est magnifique. C'est une très très belle reprise. Je te félicite. Alors que c'est un morceau que depuis tout petit, j'adorais. Et je me suis dit, sans savoir si un jour, je fais de la musique, c'est l'un des premiers titres que je vais revoir, parce que je n'ai pas fait une reprise juste pour faire une reprise. Quand tu fais une reprise, tu portes quelque chose. Et je peux le dire que le Dislarié n'a rien à voir avec le Dislarié de Joby Valant. C'est du Jean-Marc Ferdinand pur et dur, quoi. Donc ça, c'était une belle rencontre, et c'était une certaine fierté qu'elle me dise ça. Elle me dit, ce morceau-là a été repris plusieurs fois, mais jamais comme ça. Là, tu as fait une très 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 belle reprise. Donc j'étais fier de ça. Sinon, les autres rencontres, j'ai beaucoup de rencontres, puisque comme je suis sur beaucoup de scènes internationales, je joue à Saint-Martin, je joue partout sur les grands plateaux, je rencontre énormément d'artistes internationaux. Il n'y en a pas qui m'ont marqué plus que d'autres, c'est que tandis que le simple fait de rencontrer quelqu'un de populaire, que tu vois généralement en télé, que tu partages la scène avec lui, c'est déjà un honneur pour toi. Donc, j'ai pas envie de dissocier les artistes. Pour moi, un artiste populaire, c'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un avec qui je prends plaisir à partager. Voilà. Message universel, mon Dieu. Mon Dieu. J'aurais tant aimé que le monde change dans le bon sens. J'ai l'impression que nous avons pris une mauvaise direction. J'ai l'impression qu'on ne s'aime plus. On parle d'amour. On parle beaucoup d'amour dans les textes des chansons, sur les réseaux, on parle d'amour. On parle de Dieu, on parle de beaucoup de choses. On parle d'être spirituel. Mais est-ce qu'on a bon véritablement dans ce sens-là? Quand on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de jalousie, il y a énormément de méchanceté, il y a énormément de violence. Moi, ça me désole. Moi qui suis d'une génération antérieure, ça me désole de voir que le monde aurait pu être plus beau. Quant à ma Guadeloupe, qu'est-ce qu'il veut faire de ma Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est un très très beau pays, c'est un magnifique pays. C'est pas par hasard que tout le monde a envie de venir vivre ici, c'est parce que c'est un beau pays, il est magnifique. Maintenant, je pense qu'il faut que nous nous remettions en question véritablement pour savoir ce que c'est qu'un vrai Guadeloupéen qui aime sa terre natale, qui est patriote, qui se dévoue corps et âme pour son pays. Personnellement, j'aime la Guadeloupe. Je vois tant aimer que le degré d'amour que j'ai pour la Guadeloupe soit uniforme, que tout le monde ait ce degré d'amour-là. Parce que la Guadeloupe, c'est un beau pays qui mérite mieux que ça. Prenons soin de la Guadeloupe. Respectons l'environnement de la Guadeloupe. Et respectons-nous. Et le dernier mot que je dirais, aimons-nous vivants. Je m'adresse principalement à toute l'équipe de Le Pige TV. Sachez que le travail que vous faites est important. Et c'est un travail que moi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Et vous les mettez en lumière par le biais de vos petits reportages. On entre dans l'intimité de l'artiste. On partage un moment avec l'artiste et on en apprend plus sur l'artiste. Le Pige TV, je vous encourage à continuer. Pas la gueule maille, en parler, en pas babier. Bon ça,